un de nos nouveaux partenaires, ça se passe cette année, c'est Apollo 13. Olivier Rousseau, ici, est là pour nous en parler, puis on va explorer un peu votre histoire, c'est quoi que vous faites, puis pourquoi on fait ce partenariat-là ensemble. Fait que, Oli, pour le monde qui ne te connaisse pas nécessairement, tu veux-tu me faire un petit CV TLDR de t'es qui? C'est quoi ton rôle, ton poste? Yes. Dans le fond, on se connaît depuis longtemps, que Olivier Rousseau. Je suis directeur et associé de Spectrum et d'Apollo 13. C'est Spectrum. ça. Spectrum étant une boîte de développement de produits numériques, puis Apollo 13 étant un studio de développement de produits, un startup studio aussi, fait que quand même assez similaire. On peut pouvoir un peu plus se détailler qu'est-ce que ça mange en hiver. Absolument. Puis comment Apollo 13, dans son état actuel, arrive à exister, prend vie? C'est-à-dire que Spectrum, ça a une histoire très, très longue. Puis si les gens veulent en apprendre plus, d'ailleurs, sur l'histoire de Spectrum, sur la tienne, juste à écrire Olivier Rousseau Spectrum, ça se passe, puis ça va sortir sur Google ou YouTube. Mais moi, j'ai le goût que tu me fasses l'histoire en accéléré de quand est-ce qu'on arrive avec l'émergence du studio No Low Code d'Apollo 13. Oui, je vais reculer un petit peu en arrière. Je vais partir de Spectrum, en fait, qui est, comme j'ai dit, un studio de développement d'applications. C'est un studio de développement d'applications et de produits numériques qui a toujours eu une grosse force en entrepreneuriat, où on a toujours investi, en fait, dans des projets de start-up de gens qui venaient nous voir, où on a créé nos propres produits, dont Snipcart. Donc, il y avait vraiment une ADN forte côté start-up. Éventuellement, Spectrum, ce petit volet-là qui était plus pour le fun, start-up, ça a été un menu sur le site web de « OK, venez nous voir si vous êtes une start-up, on va jaser, on va peut-être pouvoir vous aider ». Éventuellement, on a mis un nom là-dessus. On a appelé ça Apollo 13. Ça a été fait un peu sur un coin de table en honneur de la mission qui a échoué. On trouvait que c'était une belle analogie pour les start-up qui visent la Lune, mais qui finalement vont peut-être réussir autre chose que d'atteindre la Lune. Puis ils vont peut-être réussir à lander, on espère. Fait que, on a appelé ça Apollo 13, notre programme de start-up. Puis ça a vraiment explosé du moment où il a donné un nom. Fait que là, on a eu vraiment beaucoup trop de demandes pour la capacité puis notre désir, en fait, de faire quelque chose avec ça. Parce que nous autres, c'était pour le fun. On faisait 1 ou 2 startups par année. On baignait là-dedans, mais pas pour la demande que ça a générée. Fait que c'est là qu'on a décidé de créer un incubateur. Fait qu'on a décidé de se positionner comme incubateur. On a eu des subventions du gouvernement pour cette mission-là, d'accompagner des startups. On avait un gros positionnement plus bootstrap, fait que de vraiment focusser sur créer de la valeur puis avoir un revenu puis une profitabilité qui vient avec. Fait que de ne pas créer nécessairement des business pour juste les scaler puis aller chercher de la clientèle puis de grossir, mais vraiment dire comment est-ce qu'on crée des modèles d'affaires qui vont être durables puis qui vont être profitables. Fait qu'on a commencé vraiment comme ça à Apollo 13. Éventuellement, la mission d'accompagner elle a pris un peu le bord, puis on a vu qu'on était vraiment plus fort au niveau de la création de produits, parce que c'est ça qu'on faisait depuis plus de 15 ans avec Spectrum. Fait que c'est vraiment là que le focus a été mis pour Apollo 13. Fait que là, on a fait un pivot d'un incubateur vers le Startup Studio, où là, notre mission, c'est vraiment d'aider les startups, puis les PME, puis les entrepreneurs autonomes, ou même les grandes entreprises à créer des petits produits d'innovation en utilisant la technologie no-code, low-code, qui nous permettent d'aller comme plus vite en production. Là. Fait que ce pivot-là vers le studio de production no-code, low-code, c'est à peu près il y a 2 ans, 3 ans? On dirait Oui, ça fait peut-être 2 ans et demi environ. Là. Presque 3 ans qu'on a dit, OK, les technologies no-code, low-code, pendant la COVID, ça a vraiment explosé. Il y a eu beaucoup d'investissements. Ouais. Il y a une grande maturité des outils qui se sont positionnés quand même comme une bonne compétition au développement traditionnel. C'est pas nécessairement dans la même game, mais c'est plus qu'on était capable de créer des applications de qualité avec ces technologies-là versus avant, nous, on trouvait toujours qu'il manquait un petit quelque chose, mais là, l'évolution des outils a fait en sorte qu'on s'y est vraiment intéressé. On a pris le temps de développer de l'expertise. Fait que ça fait environ 3 ans là, qu'on a dit, OK, le no-code, low-code, c'est assez intéressant pour qu'on en fasse peut-être une branche de service. Puis là, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, mais tu sais, le programme d'accompagnement de start-up qui était plus en mode incubateur, ça n'existe plus aujourd'hui. On a fini nos mandats avec le gouvernement. On a atteint la mission d'incubation. Tout a été fait. Fait que là, il nous reste vraiment comme le pivot studio où on a, au final, focusé sur nos forces, notre gros différenciateur. Parce que de l'accompagnement, il y a un très bon réseau d'accompagnement déjà au Québec, mais des places qui peuvent vous aider à créer votre produit
de manière vraiment rapide, puis à plus petit budget, puis avec une équipe qui l'a déjà fait dans différents contextes, autant que des gros budgets, puis des PME, puis de le faire à l'interne, bien là, on a comme une espèce de formule hybride un peu de ça pour bâtir des produits. D'un point de vue stratégique aussi, au niveau du Spectrum, c'est que vous avez, mettons, l'expérience, l'expertise de développer du code custom, puis des applications web, puis des logiciels à haut niveau, mettons, pour les clients qui ont le budget de faire ça. Mais avec Apollo 13, ce qui est nice, c'est justement que toute la créativité ou genre la drive entrepreneuriale qui vient des startup founders, bien là, vous pouvez genre contribuer à ça avec une offre qui est pas mal plus tailored au monde qui commence, puis qui doivent créer une première version de leur MVP, de leur prototype, de leur produit. C'est pas mal plus tailored l'offre d'Apollo 13 pour ce monde-là que, mettons, une agence, une boîte de développement comme Spectrum. Oui, le développement plus traditionnel, tu as besoin souvent de plus gros budgets. C'est des grosses équipes qui vont travailler sur tes projets. Fait que t'es mieux d'avoir justement le budget conséquent pour avoir une équipe de professionnels qui travaillent sur ton projet. Avec Apollo 13, on a essayé de venir pallier un petit peu ce besoin-là dans des startups de dire OK, mais souvent, ils n'ont pas besoin de la grosse machine en partant parce qu'il y a tellement de choses qui vont changer. Exact. Ils ont besoin de faire des apprentissages, puis de valider leur market fit, puis d'évoluer, puis d'être encore plus itératif que... Oui, en développement traditionnel, tu es itératif, puis tu vas être le plus lean possible, mais tu n'es jamais autant lean que notre modèle qu'on a essayé de faire avec Apollo 13, qu'on a fait avec Apollo 13 en utilisant la technologie no-code, low-code pour aller vraiment vite, avoir un petit produit qui est en ligne, dans les mains des utilisateurs, générer des revenus, puis vraiment itérer là-dessus. Puis après ça, éventuellement, peut-être que ta solution, ça va être de... après Apollo 13, après avoir bâti ton premier produit, ta première version de ton produit, c'est pas juste un MVP qu'on est capable de faire, on peut aller vraiment plus loin que ça. Ouais. Des fois, c'est juste un MVP. Après que le market fit est validé, on investit, on monte sa team. Des fois, c'est un produit qui va pouvoir évoluer quand même assez longtemps parce que le no-code, low-code, ben, c'est pas juste nécessairement du jetable là, aujourd'hui. Là. Non, ben c'est ça. Puis moi, full disclaimer, là, moi, ça se passe, c'était client avant même qu'on soit partenaire. Puis la plateforme web que vous avez designée puis montée in the blink of an eye, là, pour moi, je veux dire, ça fait 2 ans déjà, là, Carole, puis comme je m'apprête pas à genre migrer à... Évidemment, j'ai pas genre des bases de données méga sécuritaires avec un crunch ou une augmentation de l'utilisation de fou dans la tête, là, ma plateforme web est cool, puis il y a un paquet de fonctionnalités qui fonctionnent, mais est relativement simple comparé à une app web complexe. Ce qui arrive, c'est que les MVP, historiquement, on associait ça à quelque chose de scrappy, de laid, de peu fonctionnel. Puis, fallait comme tu passes à travers ce rituel douloureux-là, de mettre ça dans les mains de ton utilisateur, puis d'apprendre via ce mécanisme un petit peu genre crude, là. Mais cette narrative-là est de moins en moins vraie, peut-être même carrément fausse avec les outils de no-code, low-code aujourd'hui. Puis ça, c'est un des trucs qui m'a le plus excité quand vous avez lancé le studio Apollo 13, c'est de dire non, tes apprentissages, ta validation de ton modèle d'affaires, du problème que tu règles avec ton produit, tu peux les faire avec un prototype ou avec une version de produit qui est assez bien léchée, qui n'est pas dommageable pour ton brand, qui est bourré de fonctionnalités, sans justement que ça te coûte 500 000 $ à builder un prototype qui finalement ne répond pas bien aux besoins. Fait il y a comme un nouveau paradigme, puis c'est ce que je trouve le plus cool. Puis moi, avec ça se passe, ben, la plateforme web qu'on a buildée en no-code, c'est pas vrai que c'est du jetable. Là, ça scale depuis genre 2 ans. Fait que je suis vraiment, vraiment hyped à propos de ça. Puis je pense que pour soit les second-time founders qui ont passé à travers le paradigme un peu plus coûteux de développement logiciel, ou les nouveaux founders qui l'ont jamais expérimenté, il faut qu'ils checkent. Genre une offre comme Apollo 13 ou essayer de le faire. Juste le no-code, là, ça vaut la peine. En général, oui. Je pense que rapidement, tu te rends compte que tu as en no-code et en low-code, tu as comme un nouveau niveau de complexité souvent qui va être par rapport à genre les outils. Fait que c'est genre, tu peux tout faire. Mais il faut quand même que tu saches quel outil utiliser, avec lequel, pourquoi, comment. Puis moi, mettons, c'est pour ça que j'ai fait affaire tout de suite avec vous puis avec François Douville, qui est excellent. C'est que, tu sais, il baigne là-dedans. Fait que, en fonction d'un problème, il sait exactement quoi aller bundler ensemble, sur quel piton peser, puis ça fait ce que j'ai besoin. Quel service vous offrez au SaaS, vous autres, dans le fond? Concrètement, c'est ça? C'est ces prototypes-là, ces premières versions de produits? Oui, c'est vraiment de la création de produits numériques. Fait que, ça va venir avec un petit peu quand même d'accompagnement produit qui est notre bagage puis notre expérience. OK, ouais. Mais le gros du service qu'on fait, c'est vraiment le développement du produit. Là. Fait que, on va prendre l'idée, puis souvent, elle nous arrive, des fois, c'est vraiment juste dans la tête du fondateur. Des fois, il y a déjà comme un devis. Des fois, il y a des gens qui arrivent, on a un petit peu une alternative à j'ai eu plein de soumissions, ça me coûte au-dessus, ça me coûte d'un 6 chiffres. Je veux voir c'est quoi vous autres que vous pouvez m'offrir, comment est-ce qu'on pourrait le faire autrement que
avec une approche plus traditionnelle. Fait que des fois, c'est des gens qui arrivent, ils ont travaillé avec des designers ou eux-mêmes ont fait des maquettes. Puis, on regarde comment est-ce qu'on peut, avec quel outil no-code on peut le faire, c'est quoi un peu la stack d'outils qui nous permettrait d'aller chercher le moins de compromis possible pour atteindre les objectifs du produit, puis essayer de faire une espèce de plan pour atteindre les milestones d'un produit qui commence. Est-ce que le but, c'est d'aller à la première vente? Est-ce que le but, c'est de valider juste l'intérêt? Généralement, on veut se rendre au moins jusqu'à la première vente. Puis après ça, c'est quoi un peu l'idée après la première vente? What's next pour ce produit-là? Est-ce qu'il est en no-code? Est-ce que c'est pour aller financer comme un développement plus traditionnel? Fait qu'on regarde différents scénarios un peu selon les budgets, les objectifs, puis de où est-ce qu'on part au niveau de l'idée. Mais le truc clé, mettons, dans ce que tu as dit, c'est que justement, c'est pas juste des patenteux dans leur sol qui sont capables de construire un produit en assemblant des outils no-code. C'est aussi dans l'ADN de Spectrum et d'Apollo 13, l'idéation, le lancement, le scaling, et même dans le cas de Snipcart, l'exit de vrais startups produits. Fait que, tu sais, l'expérience produit, l'expérience startup de qu'est-ce que tu dois valider, quand puis comment, elle vient avec, tu sais. Fait que tu vas pas juste être une machine à genre, oui, c'est quoi ton requis, je peux te le faire en no-code. Exact. On fait pas juste exécuter, là. On va vraiment venir challenger nos clients pour dire, OK, as-tu pensé à ça? Il y a peut-être ça qu'on devrait plus optimiser, ou il y a peut-être, tu sais, des fois, on leur dit, ça, on pense pas que c'est une bonne idée, tu sais, prouve-nous que c'est vraiment là-dedans qu'on devrait investir au début. Fait qu'on veut vraiment être le plus lean possible, fait qu'on se permet de challenger beaucoup parce que c'est ça notre job, de venir challenger le produit pour qu'il soit le plus lean puis que tout ce qu'on crée dedans, il y a vraiment de la valeur pour commencer. Fait que c'est vraiment... On peut aller plus vite, mais on essaie aussi de faire les choses qui ont vraiment le plus de valeur possible. Puis Ali, c'est quoi le genre de fondateurs qui viennent vous voir? J'ai l'assumption que c'est mostly des gens pas techniques, mettons, genre, qui ont besoin de ce coup de main-là? C'est assez varié parce qu'on a des gens qui sont zéro technique qui viennent nous voir, mais on a quand même beaucoup de gens qui ont parfois essayé un peu le no-code ou ils ont taponné dans Figma puis ça les a comme menés, on dirait, vers une track, qui se sont intéressés, OK, je peux peut-être passer de Figma à no-code, puis ils ont vu que c'était pas si simple que ça. Fait que là, ils viennent nous voir pour dire, OK, j'ai déjà des maquettes, j'aimerais ça bâtir un produit avec ça. Fait qu'il y a quand même des gens un peu techniques. On a des gens, justement, qui ont essayé de le faire par eux-mêmes, qui vont venir travailler avec nous. Qui vont soit nous donner comme la charge complète de créer leur produit, ou on en a même qui ont collaboré avec nous autres tout le long du processus pour apprendre en le faisant, puis après ça, être capable eux-mêmes de continuer un peu le développement de leur produit par la suite. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde, c'est pas une manière de sauver de l'argent, là, parce que le temps, puis les erreurs, puis l'accompagnement fait en sorte qu'on va pas plus vite parce que la personne nous aide dans le développement. Mais pour le fondateur, des fois, c'est le fun parce qu'il est autonome après ça quand même un petit peu dans ses choses, puis il comprend bien son produit, puis ça l'aide à bien comprendre. La collaboration future, c'est meilleur pour pouvoir challenger puis planifier les prochaines étapes parce qu'il a été impliqué vraiment jusque les mains dans le code, mais qui n'est pas du code. Ouais, des outils, mettons. Exact. Je pense qu'au final, le trade-off, c'est la responsabilité d'une fondatrice, d'un fondateur, de dire si ça me coûte pas tant d'argent pour développer un prototype, est-ce que je devrais vraiment mettre tout le temps que moi, ça me prendrait le faire versus payer cette facture-là qui est beaucoup moins exorbitante qu'elle était genre il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans avec du custom code. Fait que, mettons là, qu'on a une fondatrice qui commence là, puis qui se demande comment elle va créer son produit ou sa première version de son produit SaaS. C'est quoi ces options? Puis où tu positionnes Apollo 13 là-dedans? Oui, Apollo 13, c'est comme un peu une nouvelle option qu'on est venu créer dans les choix que le fondateur a pour quand il est rendu à développer son produit. Fait qu'il il est prêt, là, il est rendu, il faut bâtir quelque chose, puis souvent on veut le faire quand même assez vite au début, en ce qu'on devrait. Fait qu'avant ça, le fondateur va se dire bon, je vais peut-être embaucher des développeurs, mais c'est quand même assez difficile de le faire. Au final, risqué. Ouais, c'est assez risqué de le faire. Après ça, il pourrait trouver un fondateur technique. C'est souvent quelque chose qu'on a vu dans le passé. Le fondateur non technique cherche quelqu'un. Payer en équité. Payer en équité quelqu'un. Au fondateur. Tu trouves quelqu'un pour faire ça. Sinon, tu peux aller chercher une agence qui va faire ton développement, mais ça coûte quand même assez cher. Fait que c'est pas nécessairement donné à tout le monde de se payer les services d'une équipe professionnelle pour bâtir ton produit. Exact. Puis Apollo 13, on se positionne un petit peu dans cette catégorie-là, mais qui, à mon avis, quand même assez unique où, grâce au no-code, on est vraiment moins cher. On va venir travailler vraiment en équipe avec lui pour itérer sur le produit puis la première version, quelque chose qui, avant ça, c'est qu'une agence, qui est une équipe de développeurs, c'est quand même assez difficile à faire parce que
pas assez malléable, c'est pas assez dynamique. Ouais, tu as trop besoin d'une grosse équipe pour bâtir. En tout cas, nous autres, c'est ce qu'on vivait chez Spectrum. On avait une équipe qui est vraiment solide pour bâtir des grosses plateformes qui vont être sécuritaires, qui vont être sur la coche au niveau du design et tout, qui vont pouvoir vraiment évoluer dans le temps, mais c'est pas assez nécessairement flexible pour dire OK, on prend-tu des shortcuts dans le code? Non, nous autres, on veut de la qualité sur la plateforme, fait qu'on on prend pas de shortcuts. Mais quand tu arrives au niveau de la startup, tu veux prendre des shortcuts pour dire OK, on focus sur la création de valeur, on va se permettre quelques petits raccourcis. Fait qu'Apollo 13, on est vraiment une nouvelle option dans tes choix un peu pour partir. Puis pour recap, mettons, Oli, c'est comme OK, tu veux te starter, t'es une personne founder non technique? Tu peux soit embaucher, ça te coûte cher, c'est risqué, risque humain. Tu peux, puis t'as jamais géré de monde technique, fait que c'est risqué. On a vu beaucoup de monde se planter en faisant ça. Tu peux ouvrir ta table de capitalisation, ton équité, puis rentrer un win co-founder technique. Ça te coûte de l'équité, qui peut valoir très cher ou zéro. Ouais, on a vu aussi du monde se planter en faisant ça, puis c'est plus difficile à venir rectifier par après un peu. Exact. Troisième option, c'est fournisseur externe. Tu vas payer des services professionnels, une compagnie de professionnels pour développer ce produit-là. Puis là, vous, c'est une nouvelle option dans cette catégorie-là, Apollo 13, qui est pas mal plus adaptée à ta réalité de « je suis en train de lancer un SaaS ». Ouais, j'ai un budget limité, puis j'ai un budget qui base le produit, puis généralement aussi qu'il reste du budget après pour tout le reste que tu as besoin de faire, comme la commercialisation qui est super importante. Puis là, peut-être que ça va te permettre d'expliquer la relation aussi entre Spectrum et Apollo 13, mais l'équipe, mettons, Apollo 13, ça ressemble à quoi? Oui, Apollo 13, dans le fond, on est 3 présentement. Il y a moi, François et Louis-Gabriel. Okay. On est vraiment une petite équipe là, qui s'occupe du studio, puis des startups, puis des projets. Mais c'est sûr qu'on est comme une 15-20 personnes dans Spectrum qui vient s'attacher à cette équipe-là. Fait que la plupart de nos projets dans Apollo 13, il y a aussi de l'expertise de développeurs qui va double-checker pour la sécurité, qu'on va venir impliquer aussi pour certains bouts custom, des fois qu'on va venir faire, ou juste des fois pour valider le plan de match d'évolution de la technologie du produit. Fait que on veut parfois voir, mettons, si on commence avec tel outil, est-ce que les API qui sont en place vont nous permettre de dire, OK, en phase 2, là, on le sait que le pricing du SaaS no-code qu'on utilise sera peut-être plus bon. Ouais. À quel point ça va être difficile de venir migrer ça. Fait que des fois, on veut avoir de l'expertise de développeur pour planifier c'est quoi après la phase 2, la phase 3. Fait que c'est justement on travaille en collaboration. Là. Mesurer jusqu'à où est-ce que les solutions et outils no-code que tu utilises vont scaler. Où est-ce que ça sera plus économiquement ou genre, I guess, fonctionnellement viable. Ouais, des fois, il y a les deux. Mais c'est combien que ça te coûte l'alternative? Faut pas avoir juste... Parce qu'il y en a qui vont scaler ça jusqu'à un niveau puis faire genre, ah, fuck. Genre, tu le prévois un petit peu d'avance pour pas être mal Airtable va me coûter je sais plus combien de dizaines de milliers de dollars, alors que si je l'avais vu venir, j'aurais peut-être pris une décision coûteuse sur le coup en custom code, mais qui va me sauver sur le long terme, mettons. Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Puis, pourquoi vous avez décidé, tu dirais, de supporter Ça se passe? Ça se passe? Bien, ça fait longtemps que chez Apollo 13, on voulait faire un podcast avec toi, d'ailleurs, au début. Fait qu'on c'est comme un truc, une initiative marketing qu'on a déjà voulu faire, qui se concrétise. Clairement mieux que qu'est-ce qu'on aurait pu faire via Apollo 13, à mon avis, à l'époque. Fait qu'on est vraiment content. Ça fait sortir la communauté du Québec au grand complet, je pense, qui vient comme s'allier, puis ça ouvre vraiment des portes là, dans la communauté. Fait qu'on est... Puis pour moi, tu sais, une émission de Ça se passe, c'est d'augmenter la fréquence des coups de circuit en tech au Québec. Mais chaque coup de circuit, il commence early on à quelque part, où est-ce que tu dois construire une première version d'un produit numérique avant de le commercialiser, puis soit de l'exit ou de l'IPO même. Puis pour tous ces nouveaux-là, cette nouvelle génération de founders-là qui trippent et qui sont comme « j'ai le goût de m'essayer », bien, moi, j'ai besoin de les passer à quelqu'un qui est capable de les aider avec ça, sur tous les noms techniques. Puis pour moi, le win, c'est d'avoir un partner comme ça, qui est genre, je vous connais, moi, j'ai été client, j'ai la confiance de yo, si t'es rendu à checker pour ton MVP, va voir avec du monde comme ça. Ils ont une offre pas mal plus adaptée. Fait que ça, c'est cool. C'est cool pour, évidemment, cette partie-là de l'audience. Puis tout au long de l'année, on va aussi pouvoir faire un peu comme éducation, démystifier des affaires, d'autres pièces de contenu puis d'autres collabos qui vont rendre ça, je pense, plus digestible, mettons, ou compréhensible pour le monde. Puis ça, j'ai vraiment hâte à ça aussi. Peut-être qu'on va réussir à amener François Douville devant la caméra. Parler de no-code. C'est sûr que, en lançant Apollo 13, le studio, on a comme aussi la mission de venir démocratiser un peu le no-code, parce que, on
on en fait, mais c'est des fois sous-estimé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis clairement, pour plein de founders, puis du genre technique, puis même des devs, ça vaut la peine de s'y intéresser. Je pense que oui, absolument. Puis il y a des intersections avec les AI qui sont intéressantes aussi qu'on pourrait explorer. Totalement. Ouais. Fait que moi, ce que je dirais, c'est si jamais vous sollicitez Apollo 13, dites-leur que ça se passe, qu'ils vous envoient. Ça m'aide, moi, de mon côté. Mais si vous voulez plus de détails sur Apollo 13, les services, etc., on a un profil qui est disponible pour ça, saspace.com/partenaire avec un S. Vous cliquez juste sur Apollo 13. Puis sinon, si vous voulez aller directement à la source sur le site web ou contacter l'équipe de Lee, apollo13.co. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour moi. Je suis bien excité pour cette année-ci, mon gars. Moi tout. Merci. Facile.